Le vent poussait des tourbillons de neige contre les vitres de la petite gare de Grey Hollow, comme si le ciel voulait effacer jusqu'aux traces des pas humains. Victor Delattre y était planté depuis l'aube, les doigts gelés serrant une lettre qu'il avait lue tant de fois que l'encre en paraissait effacée. Autour de lui, tout semblait figé, les rails, les bancs, les arbres au loin, et même l'air. Seule Léonie, sa petite fille de 5 ans, apportait un peu de vie en tirant doucement sur sa manche pour attirer son regard. Elle portait l'écharpe tricotée par sa mère, trop grande pour elle, et la serrait contre sa bouche pour se protéger du froid. Victor se pencha pour la remettre en place, son cœur se serrant un peu comme à chaque fois qu'il la voyait ainsi, petite silhouette fragile dans ce monde trop rude. Depuis 8 jours, il revenait chaque matin, toujours avec la même espérance, apercevoir la silhouette fine de Céleste Moreau descendant du train, tenant la promesse écrite de sa main. Mais aucun wagon n'avait franchi la voie depuis la dernière tempête, aucune voix n'avait annoncé un convoi venu du sud. Grey Hollow survivait à peine pour l'instant, coupé du reste du monde sous un manteau blanc implacable. Léonie leva ses grands yeux noisettes vers lui. « Elle vient aujourd'hui, tu crois ?» demanda-t-elle avec une innocence qui fissura encore un peu son cœur. Victor hésita, puis se força à sourire. « Si le monde était juste, ma petite, elle serait déjà là. » La fillette hocha la tête comme si cela suffisait à la rassurer. Mais Victor sentait une inquiétude sourde lui monter dans la poitrine, quelque chose qu'il s'efforçait d'ignorer depuis des jours. Il relut le dernier passage de la lettre, « Je prendrai la route avant la fin de l'année. Ne me laissez pas seul trop longtemps. » Ces mots, empreints de douceur et d'un espoir timide, semblaient maintenant lourds comme un avertissement. Le grincement brutal de la porte de la gare coupa ses pensées. Un homme titubait à l'intérieur, le visage rougi par le froid, la moustache couverte de givre. Son manteau était déchiré sur l'épaule et ses bottes laissaient une traînée d'eau sur le sol. On l'aida à s'asseoir sur un banc, et il dut reprendre son souffle avant de pouvoir parler. Convoi de la Nouvelle-Orléans, renversé près de l'Arc Creek, glace rompue. Murmura-t-il d'une voix brisée. Victor sentit son ventre se tordre, comme si le sol venait de céder sous ses pieds. Il s'avança, le souffle court. Une jeune femme, brune, vêtue de bleu, vous l'avez vue ? L'homme ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. Oui, je crois, elle aidait les autres à charger leurs effets, mais quand la charrette a glissé, tout s'est confondu, certains ont fui vers la forêt. Je ne sais pas où elle est passée. Le silence tomba, lourd, presque sacré. Léonie se rapprocha de son père et glissa sa petite main dans la sienne. « Papa, elle est peut-être juste perdue. » souffla-t-elle d'une voix tremblante. Victor la prit dans ses bras, le regard fixé sur la tempête derrière les fenêtres. Perdu. Blessé. Seul. Les images se succédaient dans son esprit, chaque fois plus insupportables. Il sentit son cœur battre plus vite, non plus de peur, mais de décision. Il se redressa lentement, une énergie nouvelle montant en lui. « Ma fille, dit-il en posant la main sur sa joue, demain au lever du jour, je pars la chercher. Peu importe le froid, peu importe la distance. Si elle est vivante quelque part, je la trouverai. » Léonie hocha la tête, les yeux brillants de larmes, mais sans pleurer. Elle connaissait ce ton-là, celui de son père quand il promettait quelque chose qu'il tiendrait coûte que coûte. Et dans le souffle glacé de Grey Hollow, alors que la nuit avalait peu à peu les silhouettes, une certitude brûlante naquit dans le cœur de Victor. Céleste Moreau n'était pas une absence. Elle était une présence qui l'attendait, quelque part dans le blanc infini. Le froid mordait plus fort dès les premières lueurs du jour. Victor, emmitouflé dans son manteau de laine rêche, resserrait les sangles de la selle sur le dos d'Azor, son cheval le plus robuste. Autour de lui, le silence de la plaine gelée n'était brisé que par les craquements du bois sous la pression du givre. Il avait glissé dans sa besace une gourde d'eau, du pain dur, une lampe à huile et la lettre de Céleste, soigneusement pliée et placée contre sa poitrine, comme un talisman. Il se retourna une dernière fois vers la maison, où Léonie l'observait depuis le seuil, trop jeune pour comprendre la peur, mais assez sage pour ressentir l'urgence. Il leva la main. Elle lui répondit d'un geste lent, le visage grave. Puis il tourna les rênes et s'élança vers l'est, là où la rivière l'Arc Creek serpentait entre les pins et les collines. Les premières heures furent difficiles, mais supportables. Victor connaissait les routes jusqu'à la frontière des bois. Ensuite, c'était la nature sauvage. La neige y était plus profonde, les sentiers moins visibles, les repères presque tous effacés. Par 2 fois, Azor glissa sur la glace dissimulée sous les congères, et Victor faillit être désarçonné. Le vent s'infiltrait partout, hurlant parfois entre les arbres comme une voix perdue. Mais Victor continuait.
Il ne cherchait pas une épave de convoi, il cherchait une survivante. Une femme qu'il n'avait jamais tenue dans ses bras, mais dont les mots avaient allumé une flamme en lui, une promesse silencieuse qu'il n'avait pas le droit de trahir. Le deuxième jour, les flocons s'étaient raréfiés, mais le froid était devenu plus sec, plus tranchant. En contrebas d'un talus, au détour d'un virage, il aperçut les restes d'un convoi éventré. Le bois de la charrette, éclaté en morceaux, gisait comme des côtes cassées. Une malle éventrée avait libéré des étoffes trempées, et des boîtes de biscuits flottaient sur une plaque de glace craquelée. Il descendit prudemment, les sens en alerte. Là, au pied d'un bouleau, accroché à une branche basse, un morceau de tissu bleu dansait sous la brise. Il s'approcha, le cœur battant plus fort. Le tissu était fin, déchiré, mais doux au toucher. Il se souvint de ce qu'elle avait écrit. « Je porterai ma robe bleue, c'est la seule chose qui m'ait été douce depuis longtemps. » Un peu plus loin, entre les racines exposées d'un arbre, il vit des empreintes. Pas des pas nets, mais des creux irréguliers, comme si quelqu'un avait avancé en boitant. La trace remontait vers la lisière de la forêt. Victor serra les dents. Il n'y avait pas de sang apparent, pas de corps non plus. Et cela, c'était déjà une victoire. Il suivit les marques, le souffle court, les yeux fixés sur chaque irrégularité dans la neige. Parfois elle disparaissait, effacée par le vent, puis revenait, plus légère, mais présente. Ce n'était pas un mirage. Elle était passée par là. Vivante. Seule. Il accéléra le pas, ignorant le froid qui mordait ses orteils, ignorant la peur qui menaçait de se glisser dans ses os. S'il y avait encore une chance, une seule, alors il la saisirait. Même si la rivière avait pris tout le reste. La nuit était tombée comme un rideau épais sur la forêt, étouffant chaque son, chaque battement de cœur. Victor s'enfonçait lentement entre les troncs enneigés, sa lanterne projetant une lueur tremblante sur les branches basses. Le souffle du vent s'était tu, mais le froid s'était resserré autour de lui comme une étreinte de glace. Azor avançait prudemment, les sabots craquant sur des racines gelées. Victor peinait à garder ses yeux ouverts, le corps épuisé, la barbe alourdie de cristaux. Et puis, dans une clairière presque invisible, il aperçut une silhouette sombre se détachant de la blancheur, une vieille cabane, à moitié dissimulée sous la neige. Il descendit d'Azor, s'approcha lentement, posa la main sur la poignée rouillée de la porte. Elle s'ouvrit avec un grincement rauque. À l'intérieur, l'odeur d'humidité et de bois moisi lui prit à la gorge. Pourtant, c'était un abri. Un coin d'ombre entre deux cauchemars. Il entra, scrutant les coins. Personne. Mais au centre de la pièce, près d'un foyer éteint, une couverture était étendue, encore marquée d'une forme humaine. Victor s'agenouilla. La laine était tiède. Elle n'était pas partie depuis longtemps. Sur la table branlante, une petite gourde en étain renversée, sous une lampe brisée, un carnet détrempé. Il le prit avec précaution, souffla dessus pour en détacher la neige. Certaines pages étaient illisibles, l'encre s'était mêlée à l'eau, brouillant les mots. Mais au milieu, une phrase apparaissait encore, tremblante mais lisible, « Je refuse de mourir sans essayer ». CM, Victor sentit sa gorge se nouer. Elle était là. Elle avait dormi ici. Écrit ici. Souffert ici. Il releva les yeux, parcourut les murs du regard, comme pour entendre encore l'écho de ses pensées. Céleste. Seule, perdue, mais vivante. Elle n'avait pas abandonné. Alors lui non plus. Il se rapprocha de l'âtre, y trouva quelques brindilles sèches, les alluma avec ce qu'il restait de sa lanterne. Une faible flamme prit vie, éclairant les planches abîmées, dansant sur les ombres du passé. Il sortit un morceau de pain, le partagea avec Azor, puis s'assit, dos au mur. Dehors, la neige reprenait doucement sa chute silencieuse, recouvrant toute trace, toute fuite. Mais Victor tenait entre ses mains la preuve que la femme qu'il avait promise de protéger existait toujours dans ce monde de glace. Il ne dormit que par instants, les yeux mi-clos, la main posée sur la lettre qu'il gardait contre son cœur. Dans ses rêves, il la voyait marcher seule dans la forêt, les joues rougies, le regard fiévreux, mais debout. Et à chaque image, il se répétait en silence. « Tiens bon, Céleste, je suis proche. » Le feu crépitait faiblement, comme une respiration fragile. L'aube allait bientôt se lever. Et avec elle, l'espoir d'une piste plus claire, d'un destin à retrouver. Le jour n'était pas encore levé que Victor s'était déjà remis en route, les traits tirés mais les yeux vifs, guidés par la maigre piste laissée dans la neige. Les empreintes qu'il suivait devenaient de plus en plus floues, effacées par les vents nocturnes. Mais il y avait autre chose maintenant, une intuition, un instinct presque animal qui le poussait à continuer, comme si le silence lui-même voulait lui murmurer la direction à prendre.
Il avançait lentement, les jambes tendues par la fatigue, les doigts engourdis par le froid, jusqu'à ce qu'il remarque, au loin, un scintillement étrange. Ce n'était pas une lumière. C'était une trace. Une tache rougeâtre sur la blancheur immaculée. Du sang. Pas une flaque, non, juste une traînée fine, irrégulière. Victor s'agenouilla, toucha doucement la neige colorée. Pas frais. Mais pas gelé non plus. Quelqu'un avait saigné ici. Récemment. Il leva les yeux, examina les alentours. À gauche, le sol formait une pente douce bordée de sapins noueux. Et là, entre deux troncs, une empreinte plus profonde, comme si un genou avait heurté le sol. Il la suivit, pas à pas, retenant son souffle. Chaque détail devenait précieux. Chaque mouvement, un battement de cœur. Et puis, il la vit. D'abord, juste une forme. Un monticule à peine perceptible sous une couche de neige poudreuse. Il s'approcha, lentement, presque à genoux. Ce qu'il prit d'abord pour un amas de branchages se révéla être un corps. Une main dépassait de la neige, doigts crispés, peau bleuie par le froid. Son cœur manqua un battement. Il se jeta à terre, balaya la neige avec frénésie, jusqu'à découvrir un visage pâle, figé, les lèvres violettes. Céleste. Elle était là, couchée sur le flanc, les yeux clos, les cils givrés. Il posa l'oreille contre sa bouche. Un souffle. Léger, fragile, presque inexistant. Mais un souffle. Il murmura son prénom, une fois, deux fois. Aucun mouvement. Il ôta aussitôt son manteau, l'enroula autour d'elle, serra son corps contre le sien pour lui transmettre un peu de chaleur. Ses mains tremblaient. Il ne pleurait pas, mais quelque chose en lui se fissurait, violemment. Il la souleva, son corps léger comme une branche morte, et tourna la tête vers la forêt. Il n'avait pas de plan. Pas de direction précise. Mais il savait qu'il devait bouger. Vite. Azor hennit doucement, comme s'il sentait la gravité du moment. Victor l'aida à se redresser, plaça Céleste contre sa poitrine, puis monta avec difficulté en selle. Son souffle formait de larges nuages de buée. Il murmura encore, « Reste avec moi. Reste. » Et dans un effort qui lui semblait irréel, il lança le cheval au petit trot vers le nord-ouest, là où, il s'en souvenait, une ancienne station de forestiers devait se trouver, abandonnée depuis des années. Chaque minute comptait. Chaque pas les rapprochait ou les perdait. Et pendant que le vent recommençait à hurler à travers les branches, Victor priait en silence que le feu ne s'éteigne pas dans ce corps qu'il tenait contre lui, aussi fragile que la flamme d'une lanterne vacillante. L'ancienne station forestière se dessinait enfin entre les pins, silhouette sombre contre le ciel blafard. Victor la reconnut à sa toiture affaissée, couverte d'épines gelées et de neige sale. Il bondit au sol, les jambes engourdies, serra Céleste contre lui et monta les marches du porche en deux foulées, le cœur battant si fort qu'il en avait mal à la gorge. Il enfonça la porte d'un coup d'épaule. L'intérieur était sombre, glacé, sentait le renfermé et la poussière de bois. Mais c'était un abri. Et c'était tout ce qui comptait. Il déposa Céleste doucement sur un tapis de vieille peau, près d'un foyer noirci. Ses paupières frémissaient à peine, ses lèvres restaient figées dans un bleu inquiétant. Il arracha ses gants, les lança dans un coin et fouilla la pièce comme un homme traqué. Un vieux coffre contenait des morceaux de bois sec, un pot de graisse, quelques outils rouillés. Et au fond, miracle, un sachet de mousse sèche et un bout de silex. Victor se mit à genoux devant la cheminée, frotta, souffla, recommença. Une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'une flamme minuscule naisse enfin, hésitante, puis s'étende, engloutissant la mousse avec un crépitement. Il alimenta le feu avec des brindilles, puis des bûches, le visage rouge d'effort et de fièvre. Une chaleur timide s'installa dans la pièce. Il retira le manteau de Céleste, devenu trempé et gelé, puis, avec un soin tremblant, la recouvrit de pelisse épaisse. Il se leva, chercha dans les armoires abandonnées et trouva un pot de racines séchées. Il reconnut l'odeur, du saule. De quoi calmer une fièvre. Il fit fondre de la neige dans une vieille marmite, ajouta les racines, surveilla l'infusion comme on veille une prière. Assis à côté d'elle, il souleva doucement sa tête et posa le bord du bol contre ses lèvres. Rien. Puis, lentement, une gorgée. Elle toussa, une toux faible, presque un souffle. Mais elle était consciente. Il s'approcha, prit sa main entre les siennes. Sa peau était froide, mais vivante. « Céleste, je suis là. Tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux. Une larme solitaire glissa sur sa tempe. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, à peine audible. « Je ne voulais pas que ce soit si difficile. » Il secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser.
Tu es venue. Tu as tenu parole. Elle essaya de sourire, mais son visage resta figé par l'épuisement. La nuit avançait. Victor restait à ses côtés, remuant le feu, frottant ses bras, lui parlant doucement. Alors, entre deux soupirs, elle lâcha les mots qu'elle gardait en elle depuis trop longtemps. Mon frère, il m'a promis en mariage pour effacer ses dettes. Je n'étais qu'un échange, Victor. Je ne voulais pas, mais j'avais peur. Alors je suis parti. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il posa une main sur sa joue glacée. Tu n'as rien à prouver. Pas à moi. Tu es ici. Et tu es libre. Céleste ferma les yeux, ses traits se détendirent, et dans ce soupir fragile, Victor sentit pour la première fois depuis des jours que peut-être, elle allait s'en sortir. Pas seulement du froid, mais de tout ce qu'il avait brisé avant. Le soleil était haut lorsque Victor franchit à nouveau les limites de Grey Hollow, Céleste installée contre lui, protégée par une couverture épaisse. Azor marchait au pas, comme s'il comprenait l'importance de ce retour. La neige avait commencé à fondre, traçant de petites rigoles le long des chemins boueux. Les habitants sortirent de leur maison, attirés par le bruit des sabots et cette silhouette familière accompagnée d'une femme au visage pâle, inconnue. Les regards se posèrent, insistants. Certains curieux, d'autres méfiants. Une rumeur naissait déjà sur les trottoirs. Victor descendit de cheval devant la maison du médecin. Céleste n'avait pas prononcé un mot depuis l'aube, ses yeux fixant le paysage comme si elle n'était pas sûre d'être vraiment revenue. Le docteur. Fontaine l'accueillit sans poser de questions, la prit en charge avec douceur. Léonie surgit de derrière la porte, sa petite main serrant une poupée, le regard émerveillé. « C'est elle, papa ?» Victor sourit doucement. « Oui, mon trésor. C'est Céleste. » La fillette s'approcha timidement, tendit la poupée. « Elle s'appelle Margot. Elle veille pendant les cauchemars. Tu peux l'emprunter. » Céleste la regarda longuement, les yeux brillants d'émotion, avant de hocher la tête et de murmurer un merci à peine audible. Les jours suivants furent calmes, mais pas silencieux. Grey Hollow parlait. On chuchotait dans les épiceries, sur le pas des portes, au salon de thé. Une femme ramassée dans les bois, seule, affaiblie. Elle prétend venir de la Nouvelle-Orléans, mais personne ne l'a jamais vue là-bas. Les rumeurs s'enroulaient autour de Céleste comme un manteau de glace. Elle restait à l'intérieur, regardant le monde depuis la fenêtre, sans oser en franchir le seuil. Victor venait la voir chaque jour, lui apportait des tartes de maïs, du miel chaud et des mots simples, paisibles. Il ne la forçait jamais à parler. Il était juste là. Mais la paix fragile ne dura pas. Un matin, un homme descendit d'une calèche aux Armoiries du Sud. Veste bien taillée, regard tranchant. Il se présenta comme Charles Moreau. Le frère. Il exigea de voir Céleste. La réclama. L'accusa de lui avoir volé un bijou de famille. Il cria à la rue entière qu'elle n'était qu'une menteuse, une voleuse, une honte. Céleste descendit les marches tremblantes, mais droite. Elle n'avait plus rien d'une femme perdue. « Oui, j'ai fui », cria-t-elle. « Parce que je ne suis pas à vendre. Et surtout pas un frère qui m'a traité comme une dette. » Victor s'interposa calmement. « Cette femme est libre. Elle a été trouvée, soignée et respectée ici. Si vous avez une affaire à porter, ce sera devant le shérif. » Le shérif arriva, écouta les deux versions, puis se tourna vers Charles. « Monsieur, vous n'avez aucun droit ici. Et si vous continuez à faire du grabuge, vous serez escorté jusqu'à la sortie de Grey Hollow. » L'homme fulmina, lança un regard noir à sa sœur, puis monta dans sa calèche et repartit. Le silence qui suivit était lourd. Les gens étaient restés figés. Certains gênés. D'autres enfin touchés. Ce jour-là, Céleste remonta les marches de sa chambre, la tête haute. Les regards ne la touchaient plus. Elle avait parlé. Elle avait osé. Et Victor, debout à ses côtés, n'avait jamais été aussi certain que cette femme-là, brisée peut-être, mais debout, était bien celle qu'il avait attendue. Le matin était doux, presque tiède, un de ces jours rares où l'hiver semble suspendre son souffle. Grey Hollow s'éveillait lentement, les premières cloches du temple sonnaient au loin, et la lumière filtrait en traits dorés entre les arbres dénudés. Céleste ouvrit la porte de la pension de Madame Roux avec lenteur. Sa main tremblait à peine, mais son pas était sûr. Elle portait une robe simple, la même qu'à son arrivée, mais lavée, recousue et repassée avec soin. Elle descendit les marches sans se retourner. Chaque bruit de pas dans la boue semblait dire « Je reste ». Au coin de la rue, Léonie jouait avec une corde à sauter, ses tresses bondissant au rythme de ses rires. En apercevant Céleste, elle lâcha tout et courut.
Céleste n'eut que le temps d'ouvrir les bras avant d'être percutée par l'étreinte chaude de la fillette. « J'ai cru que t'étais encore partie. » chuchota-t-elle contre sa poitrine. Céleste serra l'enfant contre elle, les yeux brillants. « Non, mon ange. Cette fois, je suis resté pour de bon. » Derrière elle, Victor se tenait sous le porche de sa maison. Il ne bougea pas tout de suite. Il la regarda seulement, avec cet air qui ne demande rien, mais qui attend tout. Céleste fit quelques pas vers lui, toujours main dans la main avec Léonie. Lorsqu'elle fut face à lui, elle inspira profondément. « Je ne sais pas ce que sera demain, Victor. Je n'ai pas de certitude. Mais je sais une chose, je ne veux plus jamais fuir. Ni toi, ni elle, ni moi-même. » Victor hocha la tête, ses yeux clairs brillant d'émotion contenue. Il sortit alors un petit écrin de cuir usé de sa poche. L'ouvrit. Une bague en argent, fine, simple, gravée de 3 initiales, CML U Céleste Moreau, Léonie. Ce n'est pas une chaîne, Céleste. C'est une promesse. Pas pour t'attacher, mais pour te rappeler que tu n'es plus seule. Tu veux être ma femme? Céleste mit une main sur sa bouche, émue, puis regarda Léonie qui hochait la tête si fort que ses boucles en dansaient. Elle prit la main de Victor, la serra doucement, et murmura « Oui. Je le veux. » Ce jour-là, Grey Hollow changea. Pas en oubliant ce qui s'était dit, mais en choisissant de croire en ce qu'on voyait. Une femme debout, une enfant rayonnante, un homme prêt à aimer à nouveau. Les semaines passèrent. Céleste participait au repas de la paroisse, aidait à l'école du village, et lisait à Léonie tous les soirs avant de dormir. Les regards se faisaient plus doux, les sourires plus francs. Un matin de printemps, ils montèrent tous les 3 jusqu'à la colline derrière le ranch. Les premières fleurs perçaient le sol humide, et l'air sentait la terre revenue à la vie. Victor tenait Léonie d'une main, Céleste de l'autre. Il se tourna vers elle. « La première fois que je t'ai vue, tu étais à moitié ensevelie sous la neige. Et aujourd'hui, tu ressembles à la lumière même. » Elle lui répondit sans détourner les yeux, « Tu m'as trouvé quand j'étais perdue. Mais c'est ici que j'ai appris à vivre. » Et là, dans cette clarté paisible, ils formèrent quelque chose qu'aucune rumeur ne pouvait briser. Pas seulement une maison. Une famille. Un refuge. Une nouvelle histoire, bâtie sur l'espoir, la tendresse et la vérité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de partager cette vidéo autour de vous. Parce que parfois, une simple promesse suffit à réchauffer tout un hiver.